Ce qui est important aussi, je pense, c'est de pas se laisser happer par l'énergie des autres et ce qu'ils peuvent, tu vois, transmettre, communiquer, etc. Parce que je trouve que avec les réseaux sociaux, avec l'écriture, mais c'est une forme d'entrepreneuriat, etc. En fait, c'est facile d'être dans une course infinie. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, dans cet épisode du Café des auteurs, je reçois Safia Gourari, qui est entrepreneur, auteur, mais aussi créatrice de contenu et globalement qui communique beaucoup autour de ce qui va être organisation, productivité, bonnes habitudes et état d'esprit. Et pour toutes ces raisons, j'avais envie d'inviter Safia dans le podcast pour qu'elle nous donne ses astuces pour intégrer l'écriture dans un quotidien très chargé, pour la faire passer un peu en priorité, ou encore justement en priorité par-dessus l'entrepreneuriat qui peut être très chronophage, mais aussi qu'elle nous communique un petit peu ses astuces autour de l'organisation, des outils pour faire chaque jour un petit peu mieux vers nos rêves. Et je te laisse donc avec notre épisode qui vraiment m'a beaucoup plu, qui était riche en pépites mais aussi en sérénité, parce que tu verras, Safia est une personne très sereine, ça se sent. Je te laisse avec l'épisode et bien sûr tu auras tous les liens pour retrouver Safia dans les notes du podcast. Bonne écoute. Et on est avec Safia Gourari. Hello Safia, bienvenue au Café. Salut Ingrid. Merci beaucoup. Alors est-ce que tu pourrais te présenter du coup pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors je vais me présenter comme créatrice de contenu parce que dernièrement, c'est ce sur quoi j'ai décidé de me centrer. Donc je crée du contenu sur Internet, que ce soit à travers un podcast qui s'appelle Build Yourself, une chaîne YouTube, j'ai aussi un compte Insta, une newsletter et j'aime bien parler, j'allais dire de la vie de tous les jours, mais il y a quand même des grandes lignes qui ressortent, à savoir l'entrepreneuriat, l'organisation, la productivité et je dirais aussi le développement personnel. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'anime. Donc c'est un peu toutes les thématiques que j'aborde chez moi. Et c'est d'ailleurs les thématiques qui ont fait que j'ai voulu que tu viennes dans le podcast parce que entre tout ça, tu as aussi publié un livre qui s'appelle, il me semble, Build Your Podcast. Exactement. Sur comment créer un podcast. Et en même temps, tu as un emploi du temps qui paraît quand même bien chargé et qui nécessite, je pense, pas mal de créativité et d'organisation. Et c'était un petit peu tout ce que je voulais te demander aujourd'hui. C'est parfait. Est-ce que du coup, tu pourrais quand même nous dire, pour nous situer un petit peu, comment t'es venue à écrire ce livre, en plus de toutes ces activités que t'as déjà? Ouais, alors en fait, j'ai jamais eu pour projet d'écrire un livre parce que pour moi, ça me paraissait trop loin, trop difficile, inatteignable. Tu vois, les auteurs, on a toujours cette image, avec c'est à cause de l'école, mais des Victor Hugo, des machins. Et en fait, à aucun moment, je me suis dit que je suis capable d'écrire un livre. Donc ça n'a jamais été un projet que j'ai eu dans ma vie. Mais voilà, j'ai lancé un podcast en 2019 dans lequel je partageais du contenu régulièrement, donc sur tout ce que j'ai cité, mais aussi et surtout sur le podcasting. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai été entre guillemets connue. Et en fait, un jour, c'était un jour d'août 2021, je reçois un DM sur Instagram d'un compte privé. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est bizarre. On me propose toujours des trucs chelous sur Insta, mais là je me suis dit, ok, je vais regarder. Et en fait, c'était une dame qui me disait qu'elle était éditrice et qu'elle avait pensé à un projet de livre pour moi et qu'elle aimerait m'en parler. Et donc elle me proposait de faire un appel. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Au pire, c'est un scam ou je ne sais quoi. Mais au moins, voilà, j'en ai le cœur net. Donc on a fait l'appel, je pense, une semaine plus tard, et donc je me rends compte qu'effectivement c'est une vraie éditrice, donc de la maison d'édition Vibert, et elle me propose d'écrire un livre pour lancer son podcast. Et donc je finis cet appel, et je suis censée lui donner une réponse, voilà, dans quelques jours, etc. Mais je savais déjà que j'allais dire oui, parce que l'opportunité était trop belle. Je me suis dit, waouh, ok, j'y avais pas pensé, mais en fait, vu comment on me le présente, ça me donne envie de le faire. Et c'était sur un sujet que je maîtrisais. Donc en termes de confiance dans ce que j'allais pouvoir transmettre, il n'y avait pas de doute. Donc j'ai attendu quelques jours, je lui ai dit ok, ça me va, je suis prête. Donc ensuite voilà, on a lancé un peu la machine, elle m'a expliqué comment ça se passait, etc. Mais disons que c'est c'est venu clairement grâce à ma création de contenu. Et effectivement, toi, à la base, tu étais entrepreneur, tu créais des contenus, etc. Mais écrire un livre, c'est, on va dire, dans une autre catégorie un petit peu peut-être en termes d'organisation, mais surtout de projet au long terme qu'il faut pas lâcher, sur lequel il faut rester régulier, sinon on se paume un petit peu, etc. Comment tu t'es organisé pour l'écrire?
Alors très mal, très mal. Je ne vais pas être un exemple pour les gens qui écoutent cet épisode. Ne faites pas comme moi. Alors moi j'ai eu un premier contact avec mon éditrice en août et j'ai signé le contrat en novembre et le livre devait sortir en août de l'année d'après. Et en fait, moi je ne savais pas, mais c'est un timing très très serré, très très court. À chaque fois que je dis ça, les gens me disent "Oh là là, mais t'as pas eu beaucoup de temps." Je suis en mode "Ah, c'est pas comme ça qu'on fait dans le monde de l'édition?" Ah d'accord, OK. Donc déjà, il y a eu ce contexte-là et en fait, ce que j'avais sous-estimé, c'était la quantité de travail. Être auteur, c'est un métier. Moi, j'avais déjà un métier à ce moment-là. Donc en fait, j'ai eu énormément de mal à faire du livre une priorité et à l'inclure dans mes journées parce que j'avais déjà planifié mes trimestres, etc. Et donc je démarre 2022 du coup en me disant bon, faut que je cale le livre à certains moments parce que voilà, je vais pas y arriver. Et en fait, le temps passe vite et je m'en rends pas compte jusqu'à ce que en fait, je dois rendre le livre mi-avril dans ce qu'on s'était dit. Et en fait, début mars, je reçois la couverture du livre. Mais moi, je n'ai pas écrit le livre. Et donc là, je suis en mode, ok, ce n'est pas possible, faut que j'arrête et que je reprenne mon sérieux. Donc en fait, j'ai annulé tout ce que j'avais prévu sur le mois de mars et j'y ai dédié toutes mes journées de tout le mois. Et donc en gros, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai vraiment vu ça comme moi je suis très scolaire. Donc j'ai vu ça comme un devoir que tu rendais à l'école. Donc j'ai fait d'abord mon plan, tout ce que j'avais envie d'aborder, etc. J'ai détaillé mes parties. Je savais ce dont j'allais parler parce que j'avais déjà une formation en ligne sur le sujet. Donc l'idée pour moi, c'était de m'en inspirer et de faire en sorte que le livre, je dirais pas soit aussi qualitatif que la formation, parce que c'est pas possible, mais je voulais que les gens qui n'aient pas le budget d'acheter ma formation puissent quand même apprendre plein de choses juste avec le petit livre à 20 €. Donc j'ai tout noté et je dois t'avouer que, en fait, bizarrement, j'ai eu un espèce de blocage au début parce que je sais pas pourquoi. Je commence par l'introduction, le pire truc à faire, je pense, et en fait je bloque parce que je veux que la première phrase soit punchy, je veux que ça claque et tout. Donc je passe énormément de temps sur l'introduction, sur les premières pages du livre, jusqu'à ce qu'un jour je me dis allez, c'est bon, tu vas prendre le chapitre qui t'inspire aujourd'hui et tu vas faire et tu vas écrire et tu vas travailler comme ça. Et donc j'ai fait comme ça. J'ai pas forcément envoyé au fur et à mesure mon travail à mon éditrice, mais disons que j'ai un peu fait ma popote de mon côté et du jour au lendemain je suis arrivée en mode ça y est, j'ai écrit mon manuscrit, le voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour. C'est très drôle comment on pourrait se dire ouais, écrire un livre très pratique un peu comme celui-ci, mais avec quand même un côté un peu où on veut de l'inspiration, etc. Comme moi je l'ai écrit aussi avec le livre Food Fighting. On a l'impression qu'on n'aura pas les blocages qu'ont les auteurs de fiction sur les premières lignes et tout, mais exactement. Que nenni. On est là quand même. D'accord, ouais. Et du coup, effectivement, alors bon, tu dis qu'il faut pas faire comme toi, peut-être, mais j'aime beaucoup, en tout cas, quand tu parles du fait d'avoir deux métiers, parce que c'est un petit peu ça. T'avais déjà des journées, je pense, bien remplies avec tes activités entrepreneuriat et ou création de contenu, bon, qui avaient peut-être pas la même proportion qu'aujourd'hui, mais en tout cas, je trouve qu'en plus le côté entrepreneuriat n'aide pas à écrire. Moi, j'accompagne des auteurs qui parfois sont en reconversion ou quoi, et chez eux, bah, c'est la priorité, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'argent, et l'écriture passe à la trappe. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil un peu pour eux par rapport à ça, vu qu'effectivement t'es peut-être aussi passé par là de ton côté, ou justement à repousser un peu l'écriture? Ouais, clairement. Et j'ai eu ce truc où en fait, moi aussi, je me disais mais en fait, c'est dur de trouver du temps pour ça parce que je dois gagner ma vie, etc., etc. En fait, ce qui m'a aidé, c'est déjà d'accepter que le chiffre d'affaires allait baisser parce que je mettais moins d'énergie dans la promotion de ce que j'avais à proposer. Mais aussi et surtout de me dire que je jouais pour le long terme et pour l'année et que c'est pas éventuellement 3 mois où je mets l'énergie sur mon livre qui vont faire que mon année va se casser la figure parce qu'il me reste encore 9 mois derrière, il me reste 8 mois, il me reste encore plein de mois pour tu vois redresser entre guillemets la barre et faire en sorte de rattraper le retard que j'ai pu prendre. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire voilà, je joue long terme, ce projet de livre, c'est un moment dans ma vie où j'y accorde du temps et ensuite il est dispo et j'ai plus du tout à revenir dessus. Donc dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose de temporaire. Je pense que c'est important de le garder en tête. Du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que ça serait plutôt pour... alors bon, effectivement, des personnes qui sont en lancement d'activité, on va peut-être pas vous dire, bah mettez tout en pause. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve que consacrer plutôt une période peut-être plus délimitée un peu dans le temps pour, par exemple, écrire le premier jet, puis après peut-être faire les corrections au fil de l'eau ou ce genre de choses, c'est peut-être mieux parce que c'est vrai que l'intégrer dans un quotidien quand on est entrepreneur et qu'on sait que notre quotidien il bouge dans tous les sens, c'est peut-être un peu dur. Ouais, clairement. Moi, ça m'a pas mal aidé de me dire, voilà, j'y dédie 1 mois et demi où j'y étais vraiment tous les jours à fond.
Ensuite, une fois que j'ai rendu le manuscrit qui est versé en correction, etc., moi, j'ai repris mon activité. Après, bien évidemment que de temps en temps, je recevais un mail avec voilà la nouvelle correction, faut que tu le relises et que tu me le renvoies demain. Et j'étais en mode, ok, mais j'ai des trucs à faire aujourd'hui, comment je fais? Et en fait, je le prends quand même et j'adapte. Mais c'est vrai que une fois que t'as fait le plus gros, on va dire, le livre va s'intégrer dans ton quotidien et dans ton planning pour le reste de l'année, quoi. Je suis d'accord avec toi, ouais. Je trouve que puis aussi le côté un peu se laisser une grosse plage de temps, ça donne un coup de boost justement, on se met en mouvement finalement, on a un élan. Ouais. Et après on peut peut-être mieux le caler dans notre journée que si on est en train de lutter pour trouver 5 minutes chaque jour. Bon, à mon avis, on n'est pas forcément dans la meilleure énergie, quoi. Ouais, clairement. À propos de ça justement, sur ta chaîne YouTube que tout le monde ne connaît peut-être pas quand on parle de Safia Gouarari, on pense plutôt podcast, je pense. C'est vrai. Tu parles justement de trouver les habitudes, etc., le côté productivité. Je pense justement aux personnes qui pourraient peut-être pas mettre en pause tout ce qu'elles ont pour écrire. Admettons pour des personnes qui justement ont des journées très chargées et un métier bien prenant, etc., ça serait quoi ton conseil pour peut-être prendre cette habitude, soit d'écrire ou d'intégrer des changements dans notre journée? Il y a plusieurs axes, je dirais, mais je pense que le premier, ce serait de se fixer des non négociables. Tu vois, moi, j'ai des habitudes, des choses qui, je le sais, vont me faire du bien ou vont m'aider à avancer. Et donc ça, c'est mes non négociables. En général, j'en fixe 3 par trimestre. Et je me concentre là-dessus et je fais en sorte de trouver du temps. Donc en fait, comme c'est des non négociables, c'est la première chose que je vais mettre dans mon agenda. Et tout le reste de ce que je dois faire va s'articuler autour de tout ça. Donc voilà, j'ai ces créneaux-là qui sont dédiés à des choses qui comptent. Voilà, par exemple, ça peut être un créneau pour le sport ou un créneau pour autre chose. Il est là, je fais avec. Et c'est ensuite que je vais décider de comment j'ai envie d'organiser mes journées. Après, je pense que c'est aussi intéressant au maximum d'optimiser les tâches qu'on peut faire, tout ce qui est répétitif. On peut créer des process pour ça. Tout ce qui n'est pas indispensable, eh ben on n'a pas besoin de les faire non plus. Parce que ce dont je me suis rendu compte aussi sur l'année 2023, c'est qu'on se compliquait pas mal la vie et que revenir à l'essentiel, ça nous aidait aussi à avancer concrètement, tu vois, sans pour autant être un gourou de productivité ou hyper doué en organisation. Faire déjà un peu le tri, je trouve que ça change la donne. Quand tu dis ça, je pense à ce que tu partageais il y a pas longtemps, comme quoi tu avais choisi un agenda papier pour cette année, alors que tout le monde nous conseille des outils dans tous les sens, numérique, Notion, agenda et tout. Et en même temps, c'est tout simple, un agenda papier, mais ça suffit pour moi clairement si on veut caler son projet d'écriture dans le temps. Je sais pas, c'était quoi l'idée derrière? En fait, j'ai eu un trop plein ras-le-bol de tous les outils partout, il y en a tout le temps, et je me suis dit, ok, j'ai plus envie. En fait, sur cette année 2023, j'ai fini l'année en me disant que j'avais envie de simplifier les choses au maximum. Donc j'ai simplifié sur l'année mes outils. J'ai simplifié mon équipe aussi. Aujourd'hui, je travaille plus qu'avec une seule personne. Et j'ai repris la main sur plein de choses que j'avais déléguées parce que voilà, j'avais pas le temps, machin. En fait, c'est des trucs que j'aime bien. Donc je remets la main dessus. Et en fait, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui est utile pour moi et qui me permet d'être efficace? Moi, ma façon de travailler, c'est que chaque jour, je me fixe 3 tâches à effectuer, 3 tâches, pas plus. En fait, à partir de là, j'ai pas besoin de 36 000 outils pour m'aider à m'organiser. J'ai besoin d'un agenda papier, parce que ça me fait kiffer d'avoir un petit agenda dans lequel je peux noter et barrer les choses que j'ai à faire. Et en plus, je trouve qu'avec les agendas d'aujourd'hui, il y a plein d'à côté qui sont très cool. T'as des petits encarts gratitude, planification de ta semaine, t'as des encarts de notes. Bref, honnêtement, un agenda papier, pour moi, ça fait le taf. Et il y a aussi Google Agenda à côté, qui est hyper important dans mon quotidien. Je pense que si je devais ne garder qu'une seule application, ce serait Google Agenda. Parce que c'est ce qui drive un peu toute ma vie et ce sur quoi je mets un peu tout ce qui me concerne, tu vois. Et ça me fait penser que sur ces outils-là, enfin justement quand on démarre, alors bon typiquement là on est des entrepreneurs qui ont parfois besoin effectivement de mettre en place certains trucs. Pour toi c'est ton entre guillemets ton non négociable là-dessus, c'est Google Agenda. Mais typiquement pour l'écriture, parfois on a effectivement un besoin. Par exemple, je sais que personnellement quand j'ai démarré en écriture, j'avais l'application Notes de Google. Et clairement elle me sauvait la vie. C'est quand même bien de pouvoir sortir son téléphone en une seconde et noter une idée, ce genre de choses. Mais c'est vrai que par contre on a tendance à se dire ah mais cet outil-là il va me sauver la vie, et en fait on se retrouve avec 15 outils différents. Et je trouve qu'effectivement ton exemple de l'agenda papier c'est énorme, parce qu'en soi ça suffit largement pour s'organiser, pour organiser nos journées, pour mettre l'écriture dans notre quotidien, quoi. Ouais, mais tu vois c'est drôle parce que quand je me suis mise à l'écriture du livre, j'ai été googler et j'ai été chercher sur YouTube meilleure application pour écrire un livre. Genre je cherchais un truc.
Je n'ai pas trouvé d'application révolutionnaire. J'ai fini sur Google Doc, Ouais. et ça m'allait très bien. Mais c'est vrai que j'ai cherché, tu vois, l'outil qui allait m'aider, sur lequel j'allais pouvoir écrire, tu vois, tout ce que j'avais en tête, etc. Alors pour nos amis auteurs de romans, effectivement, moi c'est pareil, j'utilise Word depuis quasi tout début de mes romans, je m'en sors très bien, il y a pas de souci. Après, bon, effectivement, il y a des logiciels qui permettent d'avoir un peu tout au même endroit, ce qui est pas mal. Par exemple, t'as un logiciel qui s'appelle Scrivener où t'as aussi toutes tes notes et tout est au même endroit, et c'est pas mal parce que justement, du coup, t'as un outil qui fait tout. Mais globalement, Word, ça marche très bien. Si t'as la chance d'avoir tes notes à un endroit, Word, ça marche très bien. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose parce que tu as parlé de confiance quand t'as dit OK pour ton livre. En fait, dans ton exemple, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc effectivement, bon, on va dire que clairement c'est une chance que tu as eu que l'éditrice te propose ce projet. Ouais. Mais c'était aussi une chance que tu te sentes capable de relever le défi aussi, parce que c'est quand même pas forcément évident. Est-ce que et en même temps, c'est marrant de voir qu'effectivement t'avais du mal, malgré cette confiance-là, à intégrer le livre dans ton quotidien. Si tu revenais en arrière, qu'est-ce que tu dirais à Safia qui a pas encore commencé, genre sur ce que t'as peut-être appris avec l'écriture de ce bouquin? En fait, je pense que je lui dirais de faire les choses petit à petit et de pas commencer à trop réfléchir en vérité, et que le plus important c'est juste de faire quelque chose. Même si ce sera pas dans le livre à la fin, on s'en fout. Le but c'est de faire le premier pas. Une fois que la machine est en route, on commence petit à petit. En fait, je pense que c'est bien de se prouver à soi-même qu'on est capable d'écrire quelques pages, juste comme ça. Voilà, même si c'est pas parfait, même si il y a des erreurs, etc. Juste le fait de se prouver que ok, j'ai écrit 2 pages, je peux continuer encore un petit peu, je peux revenir demain, etc. Je trouve que c'est le plus important. Et je suis un peu dedans dans le sens où sur cette année, l'année dernière en fait, ça a été un peu l'année des réalisations, mais j'ai pris conscience que j'avais envie de transmettre différemment, que j'avais envie de développer aussi une autre forme d'activité. J'ai bien aimé l'écriture. Certes, je l'ai fait dans le chaos parce que j'étais pas organisée, que c'était ma première fois, les timings étaient très courts, etc., etc. Mais en fait, je garde cette volonté d'écrire un autre livre qui ne sera pas sur l'entrepreneuriat ou autre, mais plutôt, je sais pas, sur la vie de tous les jours, sur des expériences, on va dire. Et donc, j'ai commencé en fin d'année à juste écrire. En fait, ça pourrait, dans mon quotidien et dans mes habitudes, ça ressemblerait à une newsletter. Parce que si tu veux, j'ai eu une révélation quand je suis tombée sur un livre où c'était des courts chapitres de genre 2 pages, 1 page, 3 pages sur une expérience, et ensuite ça passait à autre chose. Et en fait, c'était la première fois que je tombais sur un livre comme ça, et j'ai adoré le concept, et je me suis dit, en fait, je pense que je peux écrire un livre de ce genre-là, avec des petits chapitres, et à chaque fois une leçon à tirer de chaque chapitre, etc. Et donc, du coup, je me suis motivée à me dire ok, je vais commencer. Alors j'ai pas de planning très structuré à ce niveau-là, mais en fait j'ai commencé tranquillement en me disant ok, est-ce que je peux écrire quelque chose aujourd'hui sur une expérience, tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé dernièrement et que je pourrais raconter sur ce petit chapitre-là. Donc j'ai commencé à écrire, etc. Et au final, après bien évidemment il y a le côté perfectionniste qui a fait que j'ai eu envie d'aller sur Substack, rechercher des newsletters d'auteurs pour savoir s'il y avait des astuces, des machins, etc. Mais disons que le fait de juste se prouver à soi-même qu'on peut faire une chose, même si elle ne sera pas dans le résultat final, je pense que ça fait toute la différence. Je suis d'accord avec toi, surtout sur le côté écriture même d'un roman de fiction, c'est-à-dire qu'écrire quoi que ce soit qui pourrait concerner notre roman de près ou de loin, écrire un truc sur un personnage, même si au final ça finit pas dans le roman, on écrit quelque chose, on avance petit à petit, et ça, c'est un conseil un peu sous-estimé, je pense, parce que finalement, on prouve à notre cerveau qu'on en est capable, même si aujourd'hui on n'a pas l'inspi pour écrire le chapitre 27, mais on peut écrire un petit truc. Exactement. Je trouve qu'on néglige un peu trop. On est toujours là à réfléchir à des concepts, à des façons de travailler sur soi, etc. Et en fait, juste le pouvoir des petites habitudes et des petites actions du quotidien, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sûr et ce qui fait toute la différence, quoi. Et du coup, ça me fait penser aussi plutôt au côté écriture intuitive. Alors, j'ai vu que t'en parlais de temps en temps sur YouTube, mais est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose que tu fais ? Ouais, je le fais. Alors, je fais pas tous les jours, mais assez régulièrement, plusieurs fois par semaine. Soit j'écris sur ce que je ressens, sur ce que j'ai fait de ma journée, soit je raconte des choses qui sont passées qui sont passées il y a plusieurs mois ou plusieurs années, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien le faire. J'aime bien. En fait, je trouve que ça me permet de décharger, mais c'est aussi bien pour m'améliorer et apprendre à mieux raconter, à mieux transmettre, etc. Pour les personnes qui nous écouteraient, qui se demanderaient un petit peu ce qu'on entend par là, parce qu'il y a plusieurs façons de voir l'écriture intuitive, il y a le côté un peu rituel, tous les jours on écrit quelque chose.
histoire, comme tu dis, de décharger, voilà, d'enlever un petit peu le brouillard qu'on a dans la tête. Mais toi, tu vas peut-être un peu plus loin que ça. C'est peut-être aussi pour te connecter à l'écriture avec ça. Ouais, je pense parce qu'il y a une volonté derrière et que j'ai envie de bien faire les choses et d'apprendre en fait et de m'améliorer tout le temps. Donc ouais, c'est sûr, je mets un peu plus d'intention et que voilà, c'est pas un rituel, mais quand je le fais, je suis dans un environnement où je sais que je suis là pour écrire. C'est pas un truc que je fais dans la télé ou en écoutant de la musique, tu vois. C'est vraiment genre je me pose, c'est un moment où je me laisse aller. Pour le coup, moi, j'ai un peu la pratique opposée, un peu vraiment écrire n'importe comment, n'importe quoi. Justement, l'écriture intuitive, c'est là où il y a pas besoin de mettre l'effort, mais c'est là où on s'en fout et c'est vrai, mettre des abréviations en écrivant. Enfin, mon Dieu. Ouais. Après, moi, j'ai un balai dans les fesses, donc j'aime bien que les choses soient carrées, structurées, tu vois. Toi, t'es peut-être plutôt team perfectionniste, genre j'écrirai un roman le jour où j'aurai un style parfait, tu vois. Enfin, entre guillemets, le blocage qui pourrait se présenter, ça serait plutôt sûr. Complètement. Ouais, complètement. Je vois très bien. On parle pas mal du côté un peu état d'esprit. Je trouve que c'est intéressant parce que tu en parlais aussi beaucoup sur ton podcast à l'époque. Alors sur YouTube, j'ai l'impression que là t'es plus rentré dans finalement le quotidien, les systèmes, les habitudes, plutôt que l'état d'esprit global qui est derrière. Mais est-ce que tu parles de vision board, tout ça, il y a une vision long terme qui est derrière ou pas toujours? Ou parfois tu suis un petit peu genre là j'ai envie d'écrire. Ouais, je suis plutôt du genre spontané et je suis un peu le flow. J'aime bien l'organisation, mais j'aime bien me sentir libre aussi. Donc c'est vrai que je me mets pas d'obligation à ce niveau-là, surtout en termes d'écriture. Je trouve que, enfin pour moi en tout cas, c'est important que je me force pas à écrire tous les jours et un certain nombre de mots, etc. Chez moi, ça fonctionne pas du tout. Donc ouais, on va dire que c'est c'est très spontané. C'est intéressant ça aussi parce j'ai l'impression qu'il y a un discours un peu qui circule en disant oui, il faut que t'aies justement ta vision board et que t'aies un grand schéma qui te guidera dans toutes tes activités, ce qui peut très bien marcher puisque par exemple effectivement en termes d'écriture, si tu veux terminer ton roman, c'est un peu vers là que je conseille enfin ça fait une bonne boussole quoi. Ouais. Et après je suis d'accord qu'il y a aussi juste le pouvoir du quotidien. Si aujourd'hui t'as envie d'écrire quelques pages, bah tant mieux quoi. Et on a un peu tendance à l'oublier. Exactement. Je pense. Ouais. Et après, je pense aussi parce que j'ai pas de projet hyper défini et que je me dis qu'en fait, tout ce que j'écris, ça va me servir. Je sais pas dans quel ordre, dans quel sens, etc. Et c'est vrai que j'ai pas une vision non plus hyper précise de ce à quoi pourrait ressembler ce livre, tu vois. Et c'est vrai que quand il prendra forme, peut-être que ça sera plus simple de, ouais. de découper, de s'organiser, tout ça. Exactement. Si on revient un petit peu au côté orga, bon, effectivement, on a parlé du fait qu'il faut pas avoir 250 000 outils. Tu nous as parlé de Google Agenda qui était un must pour toi. Et du fait que du coup, ton livre, tu l'as écrit sur Google Docs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je l'ai écrit sur Google Docs. Et tu avais aussi d'autres outils en même temps ou pas? Non, j'ai fonctionné que sur ceux-là, mais pour les chapitres que j'écris en ce moment, etc., j'utilise Evernote. Voilà, je trouve que c'est bien, ça me convient bien en termes de rangement, c'est simple. Je crois que c'est une application qu'il y a plus beaucoup de gens qui utilisent parce que c'est un peu voilà passé à la trappe après l'arrivée de Notion, etc. Mais c'est vrai que perso, je le trouve hyper pratique. Donc je mets mes notes d'écriture là-dedans. Et c'est marrant parce que ça c'est une application plutôt de notes finalement. Et du coup, on peut même l'écrire dans le bus ou je sais pas trop quoi. Exactement. Quoi. Et c'est quelque chose que j'aime bien ce côté-là. Ouais. Ah, tout le temps. Ouais, dès que j'ai une idée. En fait, j'écris pas vraiment, mais je mets les grandes lignes pour me rappeler, tu vois, ce que j'ai envie d'aller creuser. Mais je le fais tout le temps au quotidien. Moi, mon téléphone, il est greffé à ma main. J'ai besoin d'une application que je peux ouvrir, tu vois, hyper rapidement pour déposer des idées, quoi. Mais que Evernote, c'est réservé à l'écriture ou t'y mets aussi tout un tas d'autres choses? Non, c'est que l'écriture. Pour tout le reste, j'ai l'application Note de mon iPhone. Mais Evernote, quand je sais que quand je vais sur l'application, c'est juste pour écrire. Ah, ça fait réfléchir, ça. Ça me donne des idées, parce qu'effectivement, moi, il y a tout qui est mélangé, du coup. Et après, vous mettez des étiquettes et c'est pénible, alors que si j'avais une autre appli, c'est mon tips. Et quelque chose qui me vient aussi, parce que quand tu parles un peu du côté habitude, etc., est-ce que t'avais un rituel? Parce que souvent, on conseille ça, en tout cas, d'avoir un petit rituel, même s'il est tout rapide, pour justement ancrer un peu le fait qu'on prend l'habitude d'écrire. Est-ce que toi, c'est quelque chose que t'as fait pour l'écriture de ton livre au début? Ou celui-ci? Non, honnêtement pas vraiment. J'ai pas vraiment eu de rituel. Une fois que j'avais calé les créneaux dans mon agenda, en soi, je me posais pas de questions. J'allais très exécutive, donc je m'installais à mon bureau et j'écrivais. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu de rituel. Peut-être que c'est quelque chose que tu vois je pourrais mettre pour celui sur lequel je travaille actuellement en vérité, parce que
il y a plus de temps, plus de légèreté, c'est moi qui décide un peu de tout, etc. Donc je pense que je pourrais prendre le temps de me poser et de créer un vrai rituel pour ça. Alors après, même ce que je dis aux personnes qui peut-être se demanderaient si un rituel c'est quelque chose qui doit obligatoirement être instagrammable, prendre une demi-heure et tout ça, c'est que non. Et rien qu'ouvrir Evernote, peut-être que c'est ton rituel déjà et qu'il faut un peu, tu peux fouiller autour. Mais je trouve que c'est vrai. C'est quoi ton rituel à toi? J'en ai pas énormément non plus, à part avoir une boisson chaude à côté de moi et mettre du Lofi. Ok, ouais, sympa. Et ouvrir Word, et voilà. Okay. Comme quoi, ça suffit amplement à juste te mettre dans le mood. Ouais, et je combats d'ailleurs activement pour que ça, pour détruire un peu ce cliché de oui, il faut qu'il y ait une bougie, que ça soit beau, qu'il y ait un caméraman derrière pour que ça atterrisse sur Instagram. Je vois bien. Tu nous as parlé un peu de l'aspect création de contenu qui prend une grande part maintenant, j'ai l'impression, de ton activité, et qui, pour les auteurs, est une bonne piste à explorer si on veut trouver des lecteurs grâce aux réseaux sociaux. Petit clin d'œil. Justement, tu vois, pour un auteur qui se lance, lui, il découvre l'écriture, donc il apprend le métier d'auteur, comme on disait, à côté de son métier probablement normal. Il y a même des personnes qui ont le troisième métier de maman, mère de famille, chef de la charge mentale de la maison, tout ça. Et il y a le quatrième métier qui est un peu community manager, marketing, tout ça avec les réseaux sociaux, ce qui fait énormément beaucoup. Est-ce que tu aurais peut-être quelques tips à nous partager pour aborder ça avec un peu plus de sérénité? Ouais, je dirais que moins c'est mieux en fait, et qu'il faut faire les choses une étape à la fois, que ça sert à rien d'être partout, de choisir une plateforme sur laquelle créer du contenu et communiquer qui nous convienne en fait, dans laquelle on se sent bien, pas une qu'on choisit parce que il y a un potentiel de viralité ou je ne sais quoi. Et je dirais aussi de surtout commencer par du contenu qui est facile pour nous. Si voilà, je suis une personne qui découvre le métier d'autrice et qui a envie de se lancer là-dedans, en fait, je peux commencer par juste documenter ce que je fais au quotidien, ce que j'apprends, etc. Et c'est une forme de création de contenu qui peut commencer à enclencher la machine. Ouais, et pas forcément, il n'y a pas forcément besoin qu'on fasse des vidéos, qu'on mette notre tête, rien n'est obligé, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a le choix avec toutes les applications qui existent, toutes les plateformes. Enfin, tu peux partir sur un blog, ça marche encore en 2024. Toi, t'as le podcast, t'as YouTube, t'as les réseaux sociaux, mais t'as aussi d'autres comme Thread, où c'est de l'écrit, où on n'est pas forcément sur le visuel. Donc, ça peut être une façon de faire. Je pense que ça va dépendre des profils. Il y en a qui vont choisir des formats courts, alors que d'autres plutôt des formats longs. Mais qu'en soi, faut jamais se forcer à aller sur une plateforme parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit faire, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'effectivement, quand on a l'habitude notamment de suivre des auteurs sur Instagram, on a l'impression qu'il faut à tout prix se montrer, faire des vidéos, faire des lives avec des autres auteurs, machin, des trucs comme ça. Alors qu'en fait, comme tu dis, Threads, c'est on va dire un Twitter-like pour ceux qui ne seraient jamais allés dessus. Et on peut simplement... Alors, je suis d'accord, ça peut être des formats courts et du coup être très Twitter où on peut écrire en quelques lignes, voilà notre humeur du moment, quelque chose comme ça. Mais on peut aussi faire quelque chose d'assez long sur Threads, faire un peu des suites et finalement qui remplacerait même un blog si on a pas envie de créer un blog, par exemple. Enfin, exactement. Exactement. Je trouve que c'est une bonne option, notamment pour les auteurs Thread. T'as pas d'algorithme, t'as pas de pub. Vraiment, si vous aimez écrire et que vous avez envie de partager vos pensées, des petites choses spontanées, je trouve que c'est parfait pour démarrer, quoi. Si on est auteur, bon, c'est que le média écrit, c'est quand même une bonne option vers laquelle se diriger. Notamment, je pense au fait que, effectivement, sur Instagram, si on se montre pas, on risque d'être un peu dans la confusion parce qu'on a l'habitude de voir des personnes qui se montrent beaucoup. Donc, comment nous parler de nous, etc. Alors que justement, commencer peut-être par l'écrit, c'est peut-être pas mal. Sauf si, évidemment, vous avez déjà une idée très claire de ce que vous voulez faire sur un autre réseau, quoi. C'est vrai. Et justement à propos de ça, je parlais du fait de mêler tous les métiers en même temps et toutes les vies en même temps. C'est quelque chose que toi tu fais quand même entre entrepreneuriat, création de contenu, vidéaste. J'ai même l'impression que tu fais du montage, etc. Peut-être que j'ai tort. Non, si je fais du montage, c'est vrai. Tu fais des tas de choses. Et pourtant, on te voit très sereine tout le temps au quotidien. Est-ce que t'as un secret? Je dirais pas que j'ai un secret, mais en fait, j'ai passé beaucoup d'années à construire. Et là, je suis dans la phase où je profite de tout ce qui est construit. Donc, on va dire que je suis sur Internet depuis 2016 et je vis de mon activité pleinement depuis 2020. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé. Et là, je peux juste profiter dans le sens où tout est déjà créé. Et ce que moi j'ai à faire, c'est juste communiquer en gros. Et ensuite, je peux passer du temps sur ce qui me fait plaisir, à savoir par exemple créer des vidéos sur YouTube, faire du montage, même si ça me prend des heures, etc. Parce que tout l'à côté est déjà fait. Donc je pense que je suis pas
du tout de la team hustle culture, faut cravacher, etc., etc. Mais je pense qu'au début, il y a quand même une petite phase où on est à fond parce qu'on est passionné, parce que c'est nouveau, parce qu'on est inspiré, et qu'en fait, tout ce qu'on fait à ce moment-là, ça va nous servir plus tard, et faut pas l'oublier. Donc faut, voilà, donner le meilleur, essayer d'optimiser autant que possible pour que quelques années plus tard, on puisse juste profiter de tout ça, les remettre éventuellement à jour quand il y a besoin, je sais pas, des séquences mail de newsletter, bref, tout ce qu'il y a autour de la stratégie marketing, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est bien de garder en tête que la partie charbonnée, là, c'est temporaire. Ça fait tellement du bien à entendre. Et d'ailleurs, ça me fait penser du coup à une autrice qu'on a eue sur le podcast qui s'appelle Jupiter Phaeton, qui elle, en gros, pareil, c'est plutôt sur le côté plaisir et profiter, parce que justement, elle a cravaché, elle, c'est de la publication de romans en auto-édition, mais qui aujourd'hui la font vivre. Et du coup, elle, la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est d'écrire encore plus de romans, et du coup, elle peut en profiter. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal à voir cet aspect-là, parce qu'on a l'impression que les auteurs, voilà, ils gagnent 3 cacahuètes par bouquin. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, non, en fait. Et et en plus, tout s'auto-alimente. Et je pense aussi au fait que des contenus qu'on mentionne qui ont une durée de vie longue, comme YouTube, contrairement à Instagram, wink wink, ou YouTube ou les blogs aussi qui ont une durée de vie longue et qui du coup peuvent venir alimenter, faire découvrir, alors effectivement l'entreprise dans ton cas, mais aussi les livres, et où du coup, effectivement, au bout d'un moment, tout ce qu'on a construit, poursuit sa vie sans nous et permet de souffler. Exactement. Exactement. Et je pense qu'il y a aussi ce qui est important aussi, je pense, c'est de pas se laisser happer par l'énergie des autres et ce qu'ils peuvent, tu vois, transmettre, communiquer, etc. Parce que je trouve que avec les réseaux sociaux, avec l'écriture, mais c'est une forme d'entrepreneuriat, etc. En fait, c'est facile d'être dans une course infinie. Et en fait, je pense que c'est bien de revenir à soi aussi et de se demander ce qu'on veut. Moi, mon objectif, c'est pas d'avoir une équipe de 15 personnes, d'avoir un business qui explose tout sur son passage. En fait, je veux vivre confortablement et je veux avoir du temps pour faire ce que j'aime. Donc, à partir du moment où, par exemple, je sais pas, je te donne un exemple tout bête, sur l'année 2024, je me suis fixé un objectif. Si je l'ai atteint en septembre, en fait, je vais pas donner tout ce qui me reste encore jusqu'à décembre pour surpasser cet objectif. L'objectif, il est atteint, très bien, c'est tout. Voilà, je peux passer mon temps à faire d'autres choses, à réfléchir, juste prendre le temps de penser en fait. Et je trouve que ça, c'est un aspect avec Internet qu'on a tendance à négliger, un peu la course à toujours sans arrêt faire plus. En fait, t'es pas obligé si c'est pas en accord avec ce qui t'intéresse toi et ce qui te convient. Je me reconnais tellement dans ton exemple parce qu'effectivement on a tendance aussi, je parlais dans l'épisode d'avant d'ailleurs du podcast de la pression que moi je me suis mis en 2023 qui était énorme vraiment, et que c'est mon corps qui a dit stop parce qu'en fait sinon on peut toujours se mettre plus de pression c'est infini et en même temps et c'est pas nous qui allons nous rendre compte justement de là où on en est et du fait que alors que pourtant mon année 2023 est très bien du point des objectifs atteints, j'ai quasiment tout atteint. Et je les ai atteints indépendamment de la pression que je me mettais, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je te rejoins totalement sur le côté, les réseaux sociaux nous poussent un peu à se dire, ouais, mais regarde, tu peux aussi faire ça, et tu peux aussi, justement, il y a un concours qui est lancé, tu peux y participer, et du coup, tu peux passer tout ton mois de janvier à préparer ce concours, ou alors, pas forcément, en fait. Tu peux aussi prendre ton temps, t'écris parce que ça te fait plaisir. Mais tu vois, je pense que c'est important aussi de faire un peu le tri. Moi, je fais beaucoup le tri dans le contenu que je vois parce que justement, quand je sens qu'une personne me déclenche un truc où je me dis, oh purée, je dois faire ça, alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je me dis, ok, en fait, peut-être que c'est pas le bon contenu pour moi aussi, tu vois. Je pense que c'est bien d'être hyper attentif à ce qu'on a devant les yeux, en fait, tout le temps. Et à l'inverse, il y a des personnes qui ont un succès incroyable et qui mettent pas la pression. Et ça, c'est un truc de fou. Ça permet de se dire que tout est possible, quoi. Et que tu peux faire comme tu le sens. Et que t'as pas besoin de te formater, de te conformer à ce que font certaines personnes pour, tu vois, y arriver. J'ai un dernier petit mot pour toi sur le côté confiance. Parce qu'effectivement, c'est une question que je pose toujours aux auteurs, c'est comment... Alors, en général, je parle de leur début d'auteur. Mais toi, je pense qu'on pourrait parler de tes débuts même d'activité d'indépendante finalement. La confiance en soi, c'est un petit peu mon dada parce que par contre, j'ai l'impression justement que c'est l'illustration parfaite en faisant un petit truc tous les jours, on peut construire une confiance en soi de fou. Comment la tienne a évolué en fait avec peut-être avec le développement de ton entreprise ou même avec le livre?
En fait, ça a vraiment été des petites étapes au quotidien. Tu vois, j'ai lu un jour le livre Atomic Habits et je me suis dit c'est génial, c'est ma vie, c'est ça. Je veux être 1% meilleur chaque jour et je crois au pouvoir des petites habitudes et des petites actions. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai fait parce que quand j'ai commencé, j'avais pas du tout confiance en moi. J'ai même eu du mal à lancer, à juste créer une micro-entreprise. Vraiment, je partais de très loin. Et en fait, j'ai dû me prouver à moi-même que j'étais capable. Donc, je faisais une chose. Une fois que je la faisais, que je me rendais compte que bah ça va en fait, je suis capable de le faire, je peux continuer. Et ben hop, dès que je me sentais à l'aise, je rajoutais une autre chose. Et en fait, j'ai vraiment tout construit petit à petit. Jusqu'à arriver à un stade où bah ça me fait plus peur de me lancer dans quelque chose de nouveau, d'être confronté à la vie des gens ou ce genre de choses, tu vois. Mais ça a été vraiment une question de petit à petit, à mon échelle et avec avec quoi je me sentais capable en fait quand j'ai démarré. C'est souvent dur quand on a la tête dans le guidon un peu et de se dire oui non mais c'est pas parce que j'écris une page aujourd'hui que ça va changer quelque chose à mon destin d'auteur. Mais en fait si. C'est dans le Miracle Morning je crois où l'auteur dit ma journée c'est ma vie. Et j'adore cette phrase, ça veut dire que si je le fais aujourd'hui, c'est entre guillemets oui ça a un impact sur ma vie et ça peut changer ma vie même si c'est juste écrire 3 lignes quoi. Ouais, complètement. Bah, merci beaucoup en tout cas Safia pour cette conversation, j'ai envie de te dire, avec plein de thèmes différents, mais je pense qu'il fera vraiment du bien pour beaucoup de monde et surtout je trouve que ça montre qu'on a tendance à se mettre la pression sur beaucoup de choses, mais qu'on peut aussi faire les choses très sereinement, qu'il s'agisse d'écrire, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui se lancent aussi avec une activité, parce qu'on peut entreprendre dans un tas de domaines en étant auteur. Et je trouve qu'effectivement tu es très inspirante pour ça, donc merci pour... Merci beaucoup, c'était un plaisir de pouvoir partager un peu mon expérience là-dessus, en espérant que ça ait pu aider voilà, quelques personnes à ne serait-ce que faire une petite chose aujourd'hui pour lancer le projet. Yes, et on mettra bien sûr les liens vers ta chaîne, vers ton livre et ton site dans les notes du podcast. Merci Safia. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou encore le partager à un collègue auteur. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur j'écrisunroman.eu/hello pour écrire avec nous, papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi je te dis à bientôt au Café des auteurs.